Bonjour, bienvenue à tous. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, et après nous allons attaquer. Nous attendons encore quelques minutes avant que tout le monde puisse se connecter, et puis ensuite nous allons pouvoir attaquer. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence de l'Académie UPV sur le thème « Démission présumée ou licenciement pour abandon de poste, comprendre les enjeux et agir efficacement ». L'abandon de poste est un sujet qui touche bon nombre d'entreprises et pour lesquelles il n'est pas toujours facile de savoir comment réagir. Dans cette webconférence, notre objectif est de vous donner des clés pour gérer ce genre de procédure et surtout sécuriser au maximum l'aspect juridique pour votre entreprise. Cette webconférence sera animée par Maître Laetitia Lunardelli du cabinet d'avocats IRL, Humbert Reboul Lunardelli, spécialisée en droit social. Je la remercie de se prêter à l'exercice. Pour vous donner un petit peu l'organisation de cette webconférence, celle-ci se tiendra en 2 temps. D'abord la présentation de Maître Lunardelli et ensuite un temps questions-réponses. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous y avons accès, nous les voyons en direct live. Nous y répondrons dans un second temps. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a quelque chose qui reste en suspens. Le support vous sera transmis à la fin de la webconférence. Je passe la parole à Maître Lunardelli. Bonjour à tous, bonjour, merci Madame Derain pour cette introduction. Effectivement, on m'a confié le sujet de la démission présumée.
qui effectivement pose encore aujourd'hui un certain nombre de questions. L'idée, c'est de dérouler au cours de cette présentation diverses aspects de la démission présumée. En premier lieu, on va envisager en quoi consiste la démission présumée et dans quel cadre juridique elle s'inscrit. Ensuite, nous aborderons les conditions et la procédure à mettre en œuvre lorsqu'il s'agit de démission présumée. Et enfin, nous aborderons la fameuse problématique de l'alternative démission présumée ou abandon de poste. Alors, la démission présumée, qu'est-ce que la démission présumée? La démission présumée est un mode de rupture du contrat de travail qui est légalement encadré. Comme je vous le rappelle sur le support, c'est la loi marché du travail du 21 décembre 2022 qui a mis en place ce nouveau dispositif, dirons-nous. Un décret du 17 avril 2023 qui fixe les modalités de mise en œuvre de cette présomption de démission, de telle sorte que la démission présumée est un dispositif de rupture du contrat qui est en vigueur depuis le 19 avril 2023 et qui concrètement aujourd'hui, si vous êtes amené à mettre en œuvre ce dispositif, vous amène à vous pencher sur les dispositions L1237-1-1 du Code du travail et R1237-13 du Code du travail. Ça, ce sont les fondements juridiques. En quoi consiste la démission présumée? C'est l'alinéa 1 de l'article 1237-1-1 du Code du travail qui nous l'expose. Je lis: le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ces délais. Alors, quel est l'esprit de ce dispositif? Parce que c'est certes un mode de rupture du contrat de travail qui est nouveau, mais le concept juridique aussi est assez novateur et assez bouleversant, puisque quand on lit les dispositions qui définissent la démission présumée, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on vient bousculer le principe qu'on nous a toujours enseigné en droit du travail, qui est que la démission d'un salarié ne se présume pas. La démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié. Et nous-mêmes, en conseil auprès des entreprises, lorsqu'on était consulté, et dans le sens de la jurisprudence, un salarié ne se présente plus, on lui envoie 2 mises en demeure, 3 mises en demeure, 10 mises en demeure, il ne répond pas, on ne pouvait pas considérer qu'il était démissionnaire, on devait tirer les conséquences de cette situation en engageant une procédure disciplinaire parce qu'on devait considérer que le salarié n'était pas démissionnaire mais qu'il manquait à ses obligations et donc éventuellement tirer les conséquences en procédant à un licenciement. Donc c'est un concept nouveau qui bouscule nos habitudes, dirons-nous. Mais là, pour bien comprendre tout l'enjeu du dispositif, il faut s'attarder quelques secondes sur les conséquences de la démission présumée. S'agissant du contrat de travail, eh bien, le salarié, il est considéré comme démissionnaire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de mettre fin à son contrat de travail par le biais d'une démission claire et non équivoque, et on verra de quelle manière, dans le cadre de la démission présumée, il l'exprime. Puisqu'il est considéré démissionnaire dans le cadre de son contrat de travail, je vais faire une attestation France Travail en qualité de démissionnaire. Je ne vais pas lui verser d'indemnité de rupture, alors, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, ça vous faut toujours avoir le réflexe d'aller vérifier son contrat de travail et sa convention collective. Et le salarié me doit, à moi, employeur, un préavis de démission. Là où est le nerf de la guerre, on va dire, c'est s'agissant de l'assurance chômage. C'est-à-dire que le salarié qui, dans le cadre d'une démission présumée, va sortir de l'entreprise au titre d'une démission, son attestation France Travail va être faite à titre de démission, eh bien, en théorie, France Travail ne va pas le prendre en charge puisque, en fait, il ne va pas remplir la condition de la privation involontaire d'emploi. Et c'est là, en fait, ce que je disais, le nerf de la guerre, et c'est pour ça que souvent ce dispositif a été présenté comme un dispositif avec un habillage travailliste, mais un objectif social, parce que
in fine, et c'était l'objectif principal, c'était de durcir les conditions de prise en charge par l'assurance chômage. Et on a mis en place ce dispositif et on a demandé à l'employeur, enfin à l'entreprise finalement, d'être partie active et prenante de ce dispositif de durcissement d'accès à l'assurance chômage. Alors, une chose importante à rappeler, c'est que la démission présumée, elle ne concerne pas les salariés en CDD, elle ne concerne pas les salariés en période d'essai. Donc, vous ne pourrez pas, même si un salarié en période d'essai ne se présente plus à son poste, vous ne pourrez pas mettre en œuvre le mécanisme de la démission présumée. Et concernant les salariés protégés, aujourd'hui, les textes tels qu'ils sont rédigés, tels que le Code du travail est actuellement, ne permettent pas de mettre en œuvre le dispositif de démission présumée pour un salarié protégé. Alors, maintenant qu'on a présenté de manière générale en quoi consistait la démission présumée, quel était l'objectif recherché, on va s'attarder sur les conditions de mise en œuvre de ce dispositif de démission présumée. Quand on lit les dispositions du Code du travail, notamment les articles qu'on a cités tout à l'heure, eh bien en fait on a 4 conditions cumulatives qui doivent être réunies. La première, c'est que le salarié abandonne son poste. Le salarié abandonne son poste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se présente plus à son poste, manifestement de son propre chef. Il le fait volontairement et il ne va pas reprendre le travail, il ne va pas justifier de son absence, alors que mon employeur, je le mets en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste. Dernière condition, le salarié ne m'oppose pas de motif légitime pour expliquer son absence et en réponse à la mise en demeure que je lui aurais adressée. Concrètement, qu'est-ce que sont les motifs légitimes qu'un salarié pourrait invoquer pour répondre à son employeur qui le met en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence? Le Code du travail en livre une liste non exhaustive et naturelle, j'ai envie de dire, puisqu'on y retrouve les raisons médicales, des raisons de santé. Mais bon, on peut imaginer que le salarié qui effectivement est affecté est en capacité de nous donner un justificatif médical, un avis d'arrêt de travail classiquement. Il exerce son droit de retrait, il exerce son droit de grève, il refuse d'exécuter une instruction contraire à une réglementation. Alors là, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer, par exemple, un salarié qui travaille dans un supermarché et à qui son employeur lui demanderait, par exemple, de réétiqueter des produits qui ne sont plus consommables en vertu de la réglementation sanitaire. Et c'est c'est une action qui est contre la réglementation. Il ne souhaite plus adhérer, on va dire, à cette manière de procéder, et donc il se présente plus. On pourrait imaginer aussi un salarié qui ne veut plus se présenter à son poste parce que son employeur lui donne pas ses équipements de protection individuelle alors qu'ils sont réglementairement obligatoires. On peut imaginer aussi, autre motif légitime, un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail à l'initiative de son employeur. Alors, pour illustrer ce propos-là, on peut imaginer un salarié à qui son employeur lui dit il travaille sur Toulon, la semaine prochaine vous irez travailler sur Lille, par exemple, en dehors de toute clause de mobilité et en dehors de tout respect du fameux principe de loyauté dont l'employeur doit faire preuve lui aussi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Alors, il faut bien comprendre que les conditions qui sont prévues par les textes sont cumulatives. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, je ne peux pas, mon employeur, en théorie, mettre en œuvre le dispositif de la démission présumée. Concrètement, ça veut dire quoi? Si le salarié, je le mets en demeure, il reprend son poste, je ne peux plus, puisqu'il va me manquer une condition qui saute, donc je ne peux pas mettre en œuvre la démission présumée. Le salarié va fournir un justificatif d'absence. Il manque encore une condition pour mettre en œuvre la démission présumée. Il invoque un motif légitime, et bien là, effectivement, et en invoquant ce motif, il peut faire tomber pour l'employeur la possibilité de mettre en œuvre la démission présumée. Alors,
je vous le disais, hein, c'est une liste non exhaustive et on peut imaginer d'autres cas. Typiquement, on va penser à un salarié qui a invoqué une situation de harcèlement moral ou sexuel au sein de l'entreprise, de telle sorte que ça l'empêcherait évidemment de se rendre sur son lieu de travail et d'honorer ses obligations contractuelles. Une fois que on a vu donc l'ensemble des conditions cumulatives, j'insiste vraiment sur ce point, on y reviendra tout à l'heure quand on va essayer d'appréhender le contentieux de la démission présumée. Mais la démission présumée, elle ne peut manifestement valablement être opposée au salarié que pour autant que l'employeur a respecté une procédure qui est strictement prévue par les dispositions légales et réglementaires qu'on vient de voir. Alors essentiellement, c'est l'article R1237-13 du Code du travail qui nous dit que l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission, met le salarié en demeure par lettre recommandée ou par lettre remise en propre contre décharge de justifier de son absence et de reprendre son poste. Le « et » est important, hein, c'est pas « ou », c'est vraiment cumulatif, c'est « et », je justifie et je reprends. Et le dernier alinéa qui nous dit que le délai mentionné au premier alinéa, donc le délai de mise en demeure, ne peut être inférieur à 15 jours, ce délai commençant à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que doit faire l'employeur qui est face à une situation d'abandon de poste, qui constate que son salarié ne se présente plus, qu'il ne donne plus de nouvelles? Bien effectivement, il doit adresser une mise en demeure écrite au salarié concerné. Alors, je pense que vous avez tous souri quand on a lu le texte, puisqu'on nous dit par lettre recommandée à R, ce qui nous semble la voie naturelle dans une telle configuration, mais on nous dit quand même par lettre remise en main propre contre décharge. Donc, bon, ça nous fait sourire parce que justement, on a un salarié qu'on n'a pas sous la main et dont on n'a plus de nouvelles, et a priori, on pourrait lui remettre une lettre en main propre contre décharge. Et l'idée, c'est de s'assurer un moyen de preuve. Pas de SMS, pas de mail, voilà, c'est quelque chose où on a un retour donc écrit pour une remise en main propre au salarié ou lettre recommandée avec avis de réception. C'est important. C'est ça. En droit du travail, c'est toujours la même problématique, c'est se ménager la preuve des diligences qu'on accomplit. Donc, je fais ce courrier en recommandé à R. Qu'est-ce que je mets dans ce courrier? Je mets au salarié qu'il est en absence depuis telle date, que je n'ai plus de nouvelles et que je le mets en demeure, on l'écrit noir sur blanc, je le mets en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence. Je l'informe qu'il a un délai de X jours, semaines pour justifier de cette absence et pour reprendre son poste. Alors ce délai, la seule contrainte que j'ai, c'est la contrainte d'un délai de 15 jours minimum, qui manifestement est un délai calendaire et qui, en application des règles du Code de procédure civile qui trouverait à s'appliquer, démarrer en fait à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre, si on imagine cette hypothèse, au salarié. Cette mise en demeure, elle doit clairement indiquer au salarié que, à défaut, dans le délai de 15 jours calendaires minimum qui lui est imparti, de reprendre son poste et de justifier de son absence, il sera présumé démissionnaire et il sera tenu de respecter un préavis. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie ma lettre de mise en demeure, je laisse courir le délai de mise en demeure. Au terme de ce délai de mise en demeure, si en gros je n'ai aucune nouvelle du salarié, la démission prend effet, c'est-à-dire qu'on acte de la démission à l'expiration de ce délai. En revanche, mon contrat de travail ne prendra fin qu'au terme du préavis de démission qui va démarrer à partir de ce moment-là. Donc préavis de démission qu'il faudra, dont la durée devra être déterminée en application des dispositions légales et conventionnelles ou contractuelles qui concernent le salarié. Ça, c'est pour le contenu donc de la lettre. Alors, ne pas oublier aussi dans le contenu de cette lettre, puisque c'est finalement, si je vais jusqu'au bout de ma démission présumée, c'est cette lettre qui va constituer l'acte de rupture du contrat de travail. Donc, n'oubliez pas de bien regarder dans vos contrats de travail et dans vos conventions collectives si j'ai des dispositions relatives à la clause de non-concurrence. Et ne pas oublier, si vous souhaitez libérer le salarié de la clause de non-concurrence
si son contrat de travail venait à être rompu, à envisager le sort de la clause de non-concurrence dans ce courrier de mise en demeure. Également, on peut se questionner sur l'exécution du préavis. Puisqu'en fait, on est en train de dire à un salarié, j'ai plus de nouvelles de vous, vous venez plus travailler, vous ne justifiez pas. Si dans 15 jours, j'ai plus de vos nouvelles, je fais simple, mais c'est l'esprit, vous êtes considéré démissionnaire et vous avez un préavis. Alors surtout, ne lui écrivez pas que vous le dispensez de préavis, parce que ça veut dire qu'en fait, vous devrez en tout état de cause lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. Il y a quand même de fortes chances que le salarié ne se présente pas pour faire son préavis, et le cas échéant, vous n'aurez pas à lui verser d'indemnité compensatrice. Alors, une décision du Conseil d'État en date du 18 décembre 2024, dont vous avez probablement entendu parler, au moins dans les médias, est venue apporter certaines précisions. Quand le dispositif de la démission présumée est sorti, a été rédigé, il a fait un tollé. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu tout à l'heure en préambule, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on vient nous dire, alors que ça fait des années qu'on nous serine, qu'on ne peut pas présumer de la démission du salarié, on vient nous dire que maintenant, oui. Ce qui n'a pas plu forcément aux organisations syndicales, qui ont saisi le Conseil d'État afin de tenter d'obtenir l'annulation du décret qui mettait en œuvre le dispositif de la démission présumée. Le Conseil d'État n'est pas entré en voie d'annulation du dispositif, puisque le Conseil d'État a considéré qu'il apportait des garanties suffisantes pour caractériser à un moment donné la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste. En revanche, le Conseil d'État est venu ajouter une condition supplémentaire au formalisme quelque part de la mise en demeure qu'on doit adresser, parce que le Conseil d'État nous dit dans sa décision que pour finalement s'assurer du caractère clair et non équivoque de la volonté du salarié de ne plus travailler au sein de l'entreprise, eh bien le salarié doit être, dès la mise en demeure, être informé des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence. Alors, le Conseil d'État, il nous dit ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je dois mettre en plus dans ma lettre de mise en demeure ? Puisque, rappelez-vous, on vient de le voir, dans ma lettre de mise en demeure, je lui dis déjà qu'à défaut de reprendre le travail et de justifier de son absence dans le délai que je lui ai imparti, il sera présumé démissionnaire. C'est assez complet. Alors, aujourd'hui, il y a une discussion qui est de savoir, bon, mais est-ce que je dois aller jusqu'à lui dire que il ne sera pas éligible à l'assurance chômage ? Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et d'ailleurs, dans les modèles que vous pouvez trouver sur Internet ou dans la documentation, je vais en reprendre un que je vais vous lire et vous allez voir que la position tranchée qui est adoptée n'est pas celle que nous, on préconise, et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, donc, nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis telle date et que vous n'avez fourni aucun justificatif de votre absence. Conformément aux dispositions du Code du travail, L1237.1.1 et R1237.13, nous vous mettons en demeure de justifier de votre absence et de reprendre votre poste dans un délai de, et donc là on complète, dans le respect du délai de 15 jours minimum réglementaire, à compter de la date de présentation du présent courrier. À l'issue de ce délai de mise en demeure, si vous n'avez pas fourni de justification légitime à votre absence et si vous n'avez pas repris votre travail, nous serons contraints, conformément au texte susvisé, de constater la rupture de votre contrat pour démission présumée. Jusque-là, on est assez d'accord avec le contenu. Là où on est moins d'accord, en tout cas c'est la rédaction qui est proposée, la rupture de votre contrat sera considérée comme une démission, ok, ce qui ne vous ouvrira pas droit au bénéfice des allocations chômage. Alors là, cette phrase, elle nous dérange un peu. Pourquoi ? Parce que en réalité, moi, je ne suis qu'employeur, je ne suis pas France Travail. Donc, en fait, voilà, exactement, c'est pas du ressort de l'employeur que de dire à un salarié, vous serez éligible ou pas à l'assurance chômage. C'est comme pour, voilà, c'est comme pour le CSP quand vous faites un licenciement éco, vous devez le proposer au salarié, mais c'est en aucun cas l'employeur de dire au salarié, oui, vous aurez le droit, vous serez éligible au dispositif du CSP. Non, ça c'est le job de France Travail. Donc, la position finalement aujourd'hui peut être intermédiaire pour répondre
aux exigences du Conseil d'État, tout en se préservant aussi de difficultés éventuelles, c'est peut-être de dire la rupture du contrat de travail effectivement sera considérée comme une démission, ce qui pourra être de nature à vous empêcher effectivement de bénéficier, mais sous réserve de l'appréciation par France Travail. Enfin, temporiser un peu plus du coup sur le conseil. Exactement. Le conseil, c'est temporiser. Mais voilà, de glisser une mention, mais de pas s'engager parce que l'employeur, c'est l'employeur, il a déjà suffisamment de responsabilités comme ça. Il n'est pas France Travail, c'est pas France Travail, donc c'est pas à lui de se positionner sur ce sujet. Alors une fois qu'on a fait donc notre démission présumée, notre mise en demeure, le salarié ne répond pas, il ne répond pas, il ne justifie pas. Donc je fais ces documents de fin de contrat à la fin de son préavis, je lui envoie, ou peut-être qu'il va venir les chercher, qui sait. Et bien le salarié derrière, évidemment, il a un droit de contestation. Il peut contester la mise en œuvre du mécanisme de la présomption de démission par l'employeur, et évidemment le terrain sur lequel il va aller, c'est sur le caractère clair et non équivoque de sa volonté. C'est de la compétence du Conseil de prud'homme, alors avec quelques particularités, c'est-à-dire que le Conseil de prud'homme est saisi directement, le bureau de jugement est saisi directement, il statue sur le fond et il est censé, mais je dis censé parce que quand on connaît aujourd'hui la charge des tribunaux dans des conseils de prud'homme, on peut imaginer que c'est compliqué à tenir, mais normalement il est censé trancher, statuer dans le délai d'1 mois suivant sa saisine. Alors, des contentieux sur la démission présumée, peut-être que dans le cadre des questions qu'on va évoquer ensuite, on va partager des contentieux. Nous, de notre point de vue, on n'a pas de contentieux sur la démission présumée. Alors peut-être parce que c'est quelque chose qui est peut-être séduisant pour les entreprises, mais qui, pour autant, nous, c'est pas un dispositif qu'on invite à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que si ça paraît simple sur le papier, quand on commence un petit peu à réfléchir sur la mise en œuvre et l'après, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes et de risques pour les entreprises. Imaginons, je vais vous poser quelques situations concrètes pour que vous puissiez vraiment cerner les difficultés qui pourraient se poser. Imaginons un salarié que je mets en demeure de justifier son absence et de reprendre. Le délai passe, il ne justifie pas, il ne donne pas de nouvelles, je le sors en démission. Bon, voilà, moi je considère que j'ai fait mon job. Et puis, je reçois une convocation dans le Conseil de prud'homme parce qu'il conteste. Parce que, en fait, dans le cadre de sa contestation, il invoque un motif légitime qu'il ne m'avait pas évoqué dans le cadre du délai de la mise en demeure. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, en réalité, moi, employeur, j'ai respecté ma procédure. Le salarié n'a pas invoqué de motif légitime. J'ai tiré les conséquences de la situation. Je vois pas ce qu'on pourrait me reprocher. Mais en même temps, le salarié pourrait me dire il invoque un motif légitime a posteriori parce que dans le délai de 15 jours, il a été empêché pour des raisons de santé, pour des raisons de pression ou autres qu'on pourrait imaginer, il a été empêché de répondre à la mise en demeure et de me faire part de ce motif légitime. Comment les juges vont apprécier ? Est-ce que les juges vont considérer que l'employeur a fait sa procédure et il a tiré les conséquences de cette procédure en l'état des informations dont il disposait au moment où il a fait la procédure, ou est-ce que non, il va quand même prendre en compte ce qui va être produit au contentieux. C'est vraiment une appréciation au cas par cas du coup, sur le pourquoi la personne a été empêchée pendant ces 15 jours. Exactement. On peut imaginer aussi, vous avez un salarié qui reçoit une mise en demeure et il vous invoque un motif légitime, il vous dit par exemple je suis harcelé. Voilà. Mais vous savez pertinemment que c'est complètement faux. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez choisir de passer outre. Avec un risque. Avec un risque, puisque finalement, s'il m'invoque ce motif, rappelez-vous, j'ai une de mes 4 conditions cumulatives qui tombe. Donc j'ai un risque. Je peux aussi, autre solution, c'est tirer les conséquences. Et vous savez que quand un salarié dénonce une situation de harcèlement,
au titre de son obligation de sécurité, il appartient normalement à l'employeur de clarifier la situation et voire d'engager une enquête interne. Est-ce que les juges vont considérer qu'il suffit aux salariés d'invoquer un motif légitime sans rapporter un début de preuve? Voilà, autant de questions qui font qu'aujourd'hui, le contentieux de la démission présumée, alors il n'est pas, en tout cas nous, encore une fois de notre prisme, il n'est pas important, mais en tout cas il présente un certain nombre d'incertitudes parce que quand même, rappelez-vous les conséquences d'une démission présumée qui serait requalifiée par les juges. Elle serait réputée produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'un licenciement nul en fonction du motif évoqué. Si on est dans un contexte de harcèlement moral ou sexuel, par exemple, ou de discrimination ou autre, on peut imaginer que ça produise des effets d'un licenciement nul, avec donc des conséquences potentiellement importantes pour l'entreprise. Donc c'est peut-être aussi un conseil, c'est de éventuellement utiliser cette procédure, mais faire attention à l'environnement. En fait, c'est ça, la situation déjà de base avec le salarié. Est-ce que c'était conflictuel ou pas? Un peu d'être prudent sur le sujet. Ouais, c'est ça. Très tôt, de toute manière, en fait, très tôt, il va falloir se positionner. C'est-à-dire que, et on va le voir, est-ce que je pars sur la démission présumée ou est-ce que non, je prends une autre voie? Autre élément de réflexion pour vous permettre de mesurer la difficulté aujourd'hui que pose le contentieux et les incertitudes, le salarié est démissionnaire, puisque j'ai mis en œuvre mon mécanisme de démission présumée. Il le conteste, mais rappelez-vous, puisqu'il est démissionnaire, il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance, notamment. Imaginons le contentieux passe, il passera pas dans le mois qui suit la saisine du conseil de prud'homme. Donc, le temps va passer. Le juge va trancher et il va dire effectivement la démission présumée n'a pas été valablement mise en œuvre, donc je considère qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Oui, mais du coup le salarié va vous dire oui, mais moi voilà, j'ai pas pu bénéficier de la portabilité, donc en fait j'ai plusieurs préjudices. C'est que de un, il a fallu que moi, à titre personnel, je souscrive à une prévoyance, ce qui a généré un coût supplémentaire. Peut-être que le salarié va vous dire, et il va en rapporter la preuve, mais en fait, j'avais même pas les moyens de souscrire à cette prévoyance à titre personnel. Et puis en plus, entre-temps, j'ai eu de graves problèmes de santé et j'avais pas de prévoyance, donc j'ai un préjudice. Voilà. Donc ça, plus ça, on se rend compte que, au vu des incertitudes que présente aujourd'hui en tout cas, et en l'état du peu de décisions qu'on a, il y a un risque qui est important dans le cadre de la mise en œuvre et il faut en avoir conscience. Donc effectivement, comme vous le disiez, très tôt, en fait, bien analyser tout le contexte dans lequel s'inscrit l'absence du salarié et son silence. Alors du coup, quelle autre alternative j'ai si je veux pas mettre en place la démission présumée? Bon, alors il y en a qui vont vous dire, je fais rien. Je laisse pourrir la situation. Bon, c'est une possibilité, mais ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème et le pourrissement des situations, ça n'a jamais été une bonne solution à mettre en œuvre. Donc évidemment, on pense tous au licenciement pour abandon de poste. Mais est-ce que j'ai le droit de continuer à faire du licenciement pour abandon de poste? Alors, dès le début, je crois que c'est le sujet qui a été le plus médiatisé, finalement, c'était de savoir est-ce que je peux continuer à faire du licenciement pour abandon de poste. Alors, il résulte des dispositions du Code du travail que la démission présumée est une possibilité pour l'employeur, puisque la formule qui est consacrée par l'article R1237-13 du Code du travail, c'est de dire l'employeur qui entend se prévaloir de la démission présumée. On ne dit pas que l'employeur doit mettre en œuvre la démission présumée. Donc la lettre du texte nous laisse penser que effectivement l'employeur a la possibilité de mettre en place un licenciement licenciement disciplinaire. La nouvelle procédure ne se substitue pas. Non, pas du tout. Alors, et pourquoi ça avait été très médiatisé, c'est aussi parce que le ministère du Travail avait édité un question-réponse dès le 18 avril 2023, dès le lendemain de la publication du décret,
duquel il ressortissait notamment qu'en fait, pour le ministère du Travail, il n'y avait pas d'alternative possible, la démission présumée, rien que la démission présumée, et plus de licenciement possible. Donc évidemment, juridiquement, les praticiens, les théoriciens n'étaient pas d'accord avec cette analyse-là, et le ministère du Travail a fini par retirer quelques semaines plus tard son question-réponse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en l'état des dispositions du Code du travail qui semblent ne pas exclure la possibilité de mettre en place un licenciement disciplinaire plutôt qu'une démission présumée. Et on a une décision du Conseil d'État, alors qui était très attendue parce qu'on espérait que le Conseil d'État se prononce sur cette problématique. Sauf que le Conseil d'État a dit, mais le question-réponse, qui était en fait la problématique ayant été retirée, finalement, j'ai plus matière à me positionner. Par contre, il était intéressant de noter dans les conclusions du rapporteur public, dans le cadre de cette décision, ce qui est écrit quand même, et je vous le livre: dès lors qu'un abandon de poste est caractérisé, rien à nos yeux n'empêche l'employeur de choisir, pour des raisons qui lui sont propres, la voie du licenciement plutôt que la voie de la démission d'office. Voilà. Donc, manifestement, je peux, moi, employeur, lorsque je suis face à une situation d'un salarié qui ne se présente plus et qui ne donne plus de nouvelles, je suis toujours en mesure de pouvoir engager une procédure de licenciement. Alors effectivement, les conséquences ne sont pas les mêmes, puisque si je mets en place ma procédure de licenciement, c'est-à-dire que je ne fais pas ma mise en demeure telle qu'on l'a vu dans le cadre de la démission présumée. Alors je vais quand même faire une mise en demeure de justifier de l'absence et de reprendre le poste, mais derrière, si j'ai pas de réaction, je vais le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement, je vais tenir mon entretien préalable et éventuellement, si je décide d'aller au bout, je le licencierai dans le cadre d'une procédure classique de licenciement, avec toujours attention. Je suis lourde là-dessus, mais c'est toujours le réflexe à avoir. Voilà, à toujours vérifier les dispositions conventionnelles et toujours respecter les délais incompressibles de procédure entre les différentes étapes d'une procédure de licenciement. Mais c'est pas l'objet aujourd'hui de l'intervention, et je pense que cela vous les maîtrisez, donc il n'y a pas de difficulté. Donc très tôt, il faut s'orienter en fait. Vous pouvez pas c'est l'une ou l'autre. Voilà. On ne peut pas faire un mix des deux procédures. La première mise en demeure, elle n'a pas fait effet. Du coup, finalement, je bascule sur un licenciement. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, dès le départ, vraiment, comme vous le disiez, s'interroger et vraiment analyser le contexte dans lequel on se trouve. Alors les conséquences, évidemment, sont différentes. Pour le contrat de travail, alors en général, on fait du licenciement pour faute grave quand on est sur ce type de situation. Donc, pas d'indemnité de licenciement, pas de préavis sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires. Et là, au niveau de l'assurance chômage, effectivement, le salarié est réputé privé involontairement de son emploi et donc potentiellement, il peut bénéficier de l'assurance chômage. Et évidemment, là, le contentieux qu'on va avoir, c'est le contentieux classique du salarié qui conteste son licenciement pour faute grave, avec les procédures comme on les connaît, un bureau de conciliation, avec un bureau de jugement, voilà. Mais en fait, et peut-être qu'après on va aborder les questions, mais au final, aujourd'hui, si on doit se positionner entre démission présumée et licenciement disciplinaire, nous, on a plutôt tendance à nous orienter vers un licenciement disciplinaire parce que, j'ai envie de dire tout simplement parce que le risque, on le maîtrise mieux que sur une démission présumée pour les raisons qu'on vous a évoquées tout à l'heure. Et d'ailleurs, démission présumée, nous, on n'en fait pas. On n'est pas sollicité. Alors, on va voir dans le cadre de nos échanges si vous pratiquez la démission présumée, mais ça a énormément séduit quand c'est sorti parce que effectivement, il faut se le dire, on s'est dit les salariés, on va pas en plus, ils respectent pas leurs obligations, ils nous mettent en difficulté parce que du jour au lendemain ils se présentent plus, et en plus ils auraient le droit à l'assurance chômage, non. Donc en fait, effectivement, c'était très séduisant, mais en pratique finalement, ça nous amène à faire supporter à l'entreprise peut-être un risque et le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Donc nous, on préconise quand même plus, en tout cas je vous dis ça aujourd'hui, sous réserve des évolutions jurisprudentielles, réglementaires qui pourraient intervenir, mais la démission présumée n'est pas forcément une voie qui est caractérisée par une sécurité juridique aujourd'hui. Voilà. Merci.
On va du coup attaquer sur les questions. Donc j'en ai eu d'abord 2 questions, on va dire, sur la nature des contrats, sur lesquels la démission présumée peuvent éventuellement être appliquées. Donc on avait la question sur un contrat d'apprentissage CDD et un CDD saisonnier, on va dire classique. Donc dans les 2 cas, les personnes ne se présentent plus. Alors on a déjà évoqué, mais est-ce que vous voulez faire un petit focus dessus? Est-ce que la procédure de présomption de démission peut être mise en œuvre dans ce cas-là? Dans la mesure où en fait je suis sur un CDD, non, le Code du travail n'a pas prévu, enfin le législateur n'a pas prévu que la démission présumée jouait pour les CDD. Ça ne joue que pour les CDI. Donc effectivement, pour que ce soit un CDD saisonnier ou un contrat d'apprentissage, il n'y a pas vocation à faire jouer la démission présumée. Et pas pour les salariés protégés du coup. Alors les salariés protégés, c'est pas évoqué, donc dans le doute, on s'abstient en général. Après, d'autres questions qui se tournent majoritairement vers le préavis du coup de cette démission. Donc le préavis de combien? C'est le préavis en fait classique qui est prévu dans la convention collective ou dans le contrat de travail. Ouais, exactement. Il n'y a pas de disposition particulière. Non, là, on revient aux dispositions, au régime classique de la démission du salarié. Après, donc le préavis, le point de départ de ce préavis, est-ce qu'il démarre au lendemain de l'expiration du délai de 15 jours? Oui, c'est ça. En fait, on enchaîne vraiment les phases. Il y a le délai de réponse de mise en demeure. Donc, on dit les 15 jours, mais ça pourrait être plus. On peut imaginer qu'on souhaite mettre plus. Et en fait, le 15e jour au soir, finalement, on acte, si on n'a pas de nouvelles de la démission, elle est actée. Et le préavis, effectivement, court à compter du lendemain. D'accord. Après, d'autres questions toujours sur le préavis. Comment gérer en fait la situation où le salarié revient pendant le préavis? Situation un peu curieuse, mais qui pourrait éventuellement arriver. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on lui demande de rentrer chez lui, ou est-ce que vu que la démission est actée, on le renvoie et il y a plus d'objet, ou est-ce que vu qu'il se présente, on est obligé du coup de lui confier son travail? Si le salarié se présente pendant son préavis pour accomplir son préavis, normalement, je dois lui permettre de faire son préavis. Si je ne souhaite pas le voir parce que, par principe, ce qu'on peut comprendre, et parce qu'aussi je me suis organisée autrement et donc j'ai plus besoin de lui, alors à ce moment-là, je peux le dispenser de préavis. Mais ça veut dire que je vais devoir lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, c'est ce qu'on disait dans la mise en demeure, ne pas le dispenser parce que ça voudrait dire qu'on lui versera en tout état de cause. Il y a de fortes chances de penser que le salarié va pas se présenter pour faire son préavis, et s'il se présente pour faire son préavis, soit vous le laissez faire son préavis et vous le rémunérez en conséquence. De toute manière, son contrat de travail prend fin à la fin de son préavis, soit vous le dispensez, mais il faudra lui verser l'indemnité compensatrice. Soit vous arrivez à le persuader à ce que lui vous demande à être dispensé de faire son préavis. Le cas échéant, c'est une demande de dispense à son initiative, donc je ne lui verserai pas l'indemnité compensatrice et le contrat de travail prendra fin plus tôt, puisque la demande de dispense est à l'initiative du salarié. Ça, c'est, comme vous le disiez, c'est important aussi de le mettre éventuellement, enfin de ne pas le dispenser dans la lettre de mise en demeure pour ne pas se retrouver du coup contraint à régler du coup ce préavis qui serait pas effectué. Tout à fait. On arrive après sur une question, donc pendant les 15 jours calendaires, est-ce que l'employeur doit faire une enquête? Est-ce qu'il doit faire quelque chose ou pas? C'est-à-dire le délai entre mise en demeure? Oui, c'est ça, dans les 15 jours. Est-ce que l'employeur doit faire quelque chose ou pas? À notre sens, c'est pas à l'employeur de faire une enquête sur le motif d'absence, c'est au salarié de justifier en fait du motif. Il faut quand même revenir aux fondamentaux. Dans un contrat de travail en l'occurrence, il y a des obligations réciproques. Moi, employeur, je suis obligé de fournir au salarié du travail, et lui, le salarié, il est obligé de se tenir à disposition pour accomplir le travail que je lui confie. Si le salarié ne remplit pas son obligation de justifier, moi, en tant qu'employeur, ma seule responsabilité, c'est de lui demander de justifier, de reprendre son poste. Mais par contre, je vais pas aller enquêter, essayer de comprendre pourquoi il n'est pas là. Oui, c'est pas notre rôle. Non. Après, une question pour la portabilité, du coup, qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que du coup le sort de la portabilité serait éventuellement à clarifier dans la mise en demeure? Oui, on pourrait l'évoquer effectivement. On pourrait l'évoquer. Alors avec toujours attention. Alors c'est pas que je sors le parapluie c'est comme pour France Travail. Vous n'êtes pas l'organisme de prévoyance, vous n'êtes pas France Travail. Donc effectivement dans la mise en demeure, ça peut être intéressant d'attirer l'attention sur les conséquences éventuelles qu'une démission présumée pourrait avoir
sur les droits du salarié en termes de droit à l'assurance chômage et de prévoyance, mais avec toujours une formule où vous émettez des réserves en rappelant bien que ça relève de France Travail et c'est sous réserve de la réglementation et des conditions et modalités de portabilité prévues par le régime de prévoyance. Donc oui, par contre, effectivement, on peut envisager de l'intégrer. Au moins, on va dans le sens de la décision du Conseil d'État, où là, on dit clairement aux salariés, voilà, vous serez considéré présumé démissionnaire, ce qui implique ça en termes de prévoyance, ça en termes d'assurance chômage et ça en termes de clause de non-concurrence, puisqu'on parlait aussi l'exemple tout à l'heure d'envisager le sort de la clause de non-concurrence dès la mise en demeure. On a une question aussi, donc là c'est peut-être plus un retour d'expérience que souhaite la personne, c'est que préconisez-vous sur les dossiers pour lesquels en fait le salarié est en absence injustifiée depuis de longs mois, donc c'est ce qu'on disait, des situations qui s'éternisent dans un entre-deux un petit peu flou, voire des années sans que l'employeur ait initié une action quelconque ou alors qu'il n'ait fait qu'une mise en demeure et qui n'a pas été suivi d'effet ni de réponse, et qu'en fait la situation est restée comme ça un peu vacante. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est jamais bon le pourrissement des situations, il vaut mieux réagir. Alors effectivement là, donc soit on va raisonner à haute voix. J'ai donc, si je reprends votre exemple, j'ai un salarié qui ne s'est plus présenté. On a fait une mise en demeure, c'est ça quand même oui, et puis une mise en demeure non suivie d'une mise en œuvre d'une procédure. Donc le salarié, on va dire, n'a pas donné de réponse et rien ne s'est passé. Ouais, que faire aller sur le licenciement pour abandon de poste, pour le coup, vu que ça fait des mois que ça dure, au contentieux, je risque d'être embêtée parce que le salarié pourrait me dire mais attendez, ça fait des mois que vous le tolérez, d'un coup vous décidez que c'est plus tolérable. Pourquoi oui, du coup la faute est remise en cause. Sur la démission présumée, j'ai fait une mise en demeure, mais je n'en ai pas tiré les conséquences. Mais alors attention, parce que si je fais la mise en demeure, je dis bien dans la mise en demeure que finalement la conséquence elle est automatique à la fin du délai. Donc ça veut dire déjà là que je fais du réchauffé. C'est pas une situation qui est assez sécurisée. Non. On conseille quand même d'agir plutôt rapidement, enfin du moins dans les délais classiques vraiment, par les textes. Vraiment, les situations, il faut pas les laisser. Enfin, en pratique, on le voit, il faut pas laisser courir les situations. Là, pour le coup, je pense quand même sur la situation là qu'on évoquait. Tout à l'heure, je disais on ne fait pas d'enquête, mais là, peut-être quand même que j'essaierai de contacter le salarié et d'essayer de comprendre la situation et de trouver une issue. Parce que là, en ayant laissé courir, quelle que soit la solution que je prendrai, j'ai un risque évident, c'est clair. Après, on a des questions sur l'éventuelle justification de motifs d'absence, en fait. Comment ça va se faire? Est-ce que c'est prévu donc, par un retour de lettre recommandée, par tout moyen? C'est toujours pareil, c'est par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi de la preuve. Donc, alors, est-ce que vous avez des exemples concrets? Parce que en fait, le salarié, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Il va recevoir votre courrier recommandé. Soit il va vous renvoyer un arrêt, par exemple. Donc là, on va dire la situation simple. Voilà, relativement simple. Soit il va reprendre le travail. Alors là, s'il reprend le travail, je peux pas mettre en œuvre la démission présumée. Néanmoins, s'il reprend le travail et qu'il m'a pas justifié de son absence passée, j'ai quand même mon pouvoir disciplinaire que je peux mettre en œuvre, sanctionner, et aussi faire une retenue en paye pour l'absence. Oui, le fait d'avoir cette présomption de démission et éventuellement qui serait interrompue par un retour du salarié n'empêche en rien le pouvoir de sanction disciplinaire de l'employeur s'il n'y a pas un arrêt qui a été fourni ou quelque chose. Exactement. Donc, ça, ok. Il peut aussi me faire un courrier où, forcément, si le salarié vient à justifier, à invoquer un motif légitime, il va forcément vous faire un courrier, un mail, quelque chose. Donc, je vois pas. On demande quelque chose avec date certaine, peut-être éviter les SMS, quelque chose d'un peu plus plus formel, ou on prend vraiment tout Non, il faut tout prendre. Si vous recevez un SMS d'un salarié, il faut pas dire je vais dire que je l'ai pas reçu. Non,
Voilà, parce qu'au contentieux, il pourrait nous sortir et donc on est prudent. Ouais, on est prudent et on répond. Il y a des questions aussi sur pour l'utilité en fait d'un deuxième courrier. Une fois qu'on a envoyé ce premier courrier de mise en demeure, que les 15 jours calendaires sont passés dans l'hypothèse où on n'a pas de réponse, est-ce que c'est quand même prudent d'envoyer un second courrier en disant voilà, vous n'avez pas répondu, du coup la démission est actée, le préavis va s'étirer pour sécuriser, ou il n'y a pas d'intérêt particulier? Alors, si j'ai fait, ce qui est important, c'est que j'ai fait une mise en demeure en bonne et due forme avec toutes les mentions obligatoires et en respectant mes délais. Que je m'assure que cette mise en demeure, alors, si elle n'a pas été distribuée, à la limite, c'est pas mon problème. Vous savez, c'est comme la lettre de convocation, entretien préalable. On avait la question justement. Voilà. Ce qui compte, c'est la présentation. Donc, je m'assure que je l'ai envoyé à la bonne adresse, en tout cas la dernière adresse officiellement qui m'avait été transmise par le salarié. Et en théorie, au regard du texte, cette lettre de mise en demeure se suffit à elle-même. Puisque, rappelez-vous, dans le contenu, on met bien, si vous ne justifiez pas dans le délai de temps que je vous laisse pour le faire, ou que vous reprenez pas votre poste, vous êtes considéré démissionnaire à compter de cette date et votre contrat de travail prendra fin au terme du préavis qui s'en suivra. Donc, cette seconde lettre n'est pas obligatoire. En tout cas pas au regard des textes. Alors, je n'ai pas connaissance de convention collective qui est négociée, prévue, mais bon, voilà, c'est ton jamais. Mais non, ce courrier, il est pas obligatoire. Après, comme on dit, il mange pas de pain. Donc, il peut donner le sentiment que la boucle est bouclée, effectivement. Mais sinon, si vous n'avez pas fait, c'est pas. La procédure peut quand même. Non, exactement. La procédure. Et si le courrier recommandé vous revient non distribué, alors assurez-vous qu'il est non distribué parce qu'il n'a pas été cherché et qu'il n'y avait pas un problème d'adressage ou autre. Et surtout, vous gardez bien le recommandé fermé à votre dossier. Parce que si demain il y a un contentieux, il faudra peut-être faire ouvrir la lettre devant un huissier ou devant le conseil de prud'homme pour faire constater le contenu de cette lettre recommandée. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait, donc, comme vous le disiez, bien conserver le document que la lettre nous est parvenue, nous est revenue, et peut-être doubler d'un envoi par lettre simple? Alors oui, on pourrait faire ça, ou alors, alors après la lettre simple, de toute manière, j'ai pas de preuve. Éventuellement, quand on est embêté et qu'on veut vraiment, on prend un huissier éventuellement qui va peut-être chercher, voilà. Mais sinon, non. À partir du moment où c'est comme la convocation d'entretien, c'est le même principe. C'est le même principe. L'employeur, son obligation, c'est d'écrire au salarié, de lui écrire à la bonne adresse. Si entre-temps il a déménagé mais qu'il vous en a pas informé, c'est pas de. Vous écrivez à la dernière adresse connue du salarié, là où vous envoyez éventuellement les bulletins de paie ou l'adresse qu'il vous a fournie dans son contrat, etc. Voilà. Après, s'il y a une mise à jour dont vous n'êtes pas au courant, mais ça, faut bien s'assurer surtout du moyen de preuve quand la lettre vous est revenue, c'est l'essentiel. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Il y avait du coup toujours sur la question du contrat d'apprentissage, après la personne qui a eu un retour de l'OPCO lui disant qu'effectivement la procédure de présomption de démission pouvait s'appliquer, mais nous en tout cas les textes sont clairs, c'est pas prévu, donc on vous le conseille pas en tout cas. Non. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense que ça va être bon. Merci pour toutes ces précisions. Doit-on préciser les dates exactes sur la mise en demeure? Oui. Alors, les dates exactes, évidemment, la date de présentation qui fait courir le délai de 15 jours, vous ne la connaissez pas. Par contre, il faut bien dire que bien préciser la durée du délai laissé par la mise en demeure, donc 15 jours, 20 jours calendaires, voilà. Il faut bien préciser chacune des échéances, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au bout du délai de 15 jours suivant la présentation de la mise en demeure, qu'est-ce qui se passe à l'expiration du délai de préavis qui prend effet après l'expiration du délai de mise en demeure. Le plus précis possible. Ouais, mais bon, vous pouvez pas savoir à quelle date ça va être présenté, donc non, on peut pas dire à compter de telle date et telle date, non, c'est vraiment être précis sur les échéances et le délai laissé par l'employeur pour
salarié pour justifier son absence et reprendre son travail. Écoutez, a priori, nous n'avons plus de questions. Maître Lunardelli a répondu à tout. On a des remerciements. Bon, bravo pour votre intervention. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est vrai que c'était assez pratico-pratique, donc ça c'est bien. Et du coup, je vais me permettre de clôturer la webconférence. Donc nous vous remercions pour votre participation, pour vos questions. Je remercie également Maître Lunardelli du coup pour la clarté de son intervention et pour ses réponses du coup précises aux cas pratiques qu'on a eu. C'est vrai que la théorie c'est bien, mais des fois répondre à des questions précises qui se sont éventuellement déjà passées, c'est bien aussi. Donc vous pouvez retrouver cette webconférence dès demain en replay gratuitement sur notre chaîne YouTube Viséo. Nous vous donnons rendez-vous le 27 mars pour notre prochaine webconférence sur le thème de la mise en place du dispositif de partage de la valeur pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Ce sera animé du coup par un avocat également en droit du travail et co-animé par un expert comptable. Vous pourrez également poser votre question pour cette même webconférence. Merci encore, Maître Lunardelli. Merci à vous pour votre participation et pour vos questions. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.